Alors, je tiens à excuser Célia qui ne peut pas être présente aujourd'hui parce qu'elle est souffrante, donc je vais faire une présentation presque aussi bien que celle de Pomme. Et je te la dédie parce que j'ai mis une photo de Marie-Pierre pour commencer. Oh, voilà. Marie-Pierre. Donc, dans les séminaires que le programme a mis en place, on a mis en place un séminaire d'Axe. Et on a Marie-Pierre Faillant qui est venue nous parler de comparaison sociale, qu'on a essayé de représenter comme ça. En gros, c'était les régulations des motivations intra- et interpersonnelles dans le cadre de comparaison sociale. On n'a mis que celui-ci en place en 2022, puisque la plupart sont prévus pour 2023. Concernant les thèses, il y a eu 6 thèses soutenues. Celle de Florent Chaume sur... Alors je ne mets que la thématique parce que les titres de thèse sont beaucoup trop longs. Donc sur les bénéfices d'une formation à la proactivité professionnelle. Frédéric Anne Ray sur le rôle de la justification du système et de la perception de contrôle. Il faudrait que j'ajoute la suite. C'est dans les actions collectives, mais on a zappé. On a eu aussi Wang Fei Wang, donc, qui a fait une thèse sur le thème de la construction identitaire et des étudiants chinois. Lola Cron également aussi sur l'objectification au travail. Ou encore Angélique Frapsos sur la santé psychologique des policiers municipaux. Et à chaque fois, on a ajouté le nom des personnes qui encadraient les doctorants et doctorantes. Je crois que c'est à peu près tout. En termes de valorisation et publication, on n'a mis que les ACL. Donc 5 articles à comité de lecture. Je ne vais pas tous les prendre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je reviendrai là-dessus quand on parlera des contrats. En gros, dans le programme, on a pas mal de personnes qui sont membres et on n'a pas indiqué qu'elles étaient non publiantes puisqu'elles nous ont fait savoir qu'elles voulaient être membres du programme pour assister aux échanges mais sans forcément contribuer scientifiquement. Donc du coup, ce qui fait qu'on a des personnes, mais il y en a peu qui contribuent. Sur le plan des collaborations, donc la manière dont on a procédé avec Célia, c'est un peu en mode CNU, c'est-à-dire si c'est attesté par un contrat, une publication. Alors nous on a rajouté une thèse soutenue, on faisait valoir la collaboration. Donc il y a Laurent Ouzou qui était anciennement ici mais qui concadrait une thèse avec Lionel. Donc Olivier Codou de l'Université de Rouen qui a été le concadrant de thèse. Nicolas Margaz dans le cas d'une publication, Cécile Sénémo pareil, Émilie Vert publication aussi, et Catherine Tourette-Turgis sur un contrat je pense. En matière de contrat, vous allez voir aussi, il y en a pléthore. Il y a le projet dynamique identitaire et émotion et situation de vulnérabilité, donc, dans lequel sont impliqués Anne-Marie et Ariel. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce contrat? Pas grand-chose. En revanche, Célia et moi, on a eu une réflexion sur les productions du programme. Et comme ça va être abordé dans le conseil de labo en mars pour savoir quelle suite donner, on va réfléchir pour faire en sorte quand même de peut-être un peu plus performant à l'avenir. En ce qui concerne le résultat scientifique marquant, moi j'adore écouter Lionel parler. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter le résultat d'un travail qui est issu de la thèse de Kevin Campos-Moignet, qui a soutenu en 2021, et qui porte sur recouvrement soi autrui. Donc pour ceux qui n'auraient pas assisté au séminaire de Cédric Bouquet la semaine dernière, bon, ça s'inscrit dans la continuité, on va dire, de ce séminaire-là. Et j'ai essayé un peu de vous résumer en fait son intervention et puis vous montrer ce que nous on a apporté de plus par rapport à ce qu'il a pu présenter la semaine dernière. Donc on aperçoit qu'il n'y a pas les animations, donc ce n'est pas très grave. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, il existe une mesure de recouvrement soi autrui, c'est-à-dire que la capacité qu'on a en tant qu'individu à coder, co-représenter, on va dire, les actions que produisent les individus dans l'environnement. Et cette mesure, en fait, elle s'appuie sur un constat qui est que spontanément, quand on a une situation où on a deux réponses qui sont à disposition, on a tendance en fait à avoir à choisir entre ces deux réponses. Et dans la littérature, en fait, ce conflit entre des réponses, il s'exprime au niveau spatial à travers une tâche que probablement vous connaissez, qui est la tâche de Simon. Et dans cette tâche de Simon, la tâche de Simon, si on le fait un peu avec l'accent, ces tâches, ce qu'on constate classiquement, c'est que quand un individu en fait a à produire deux réponses, qui peuvent être des réponses simples, répondre si c'est un carré ou un cercle, qui apparaît à l'écran,
Donc faire une tâche de catégorisation sur la forme, on peut manipuler une propriété qui est non pertinente, qui est la position spatiale de cette forme. Elle peut apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Et qu'on demande aux participants d'utiliser des touches de réponse qui sont elles-mêmes latéralisées, répondre à droite, répondre à gauche. Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'il y a compatibilité entre la position spatiale de la forme, l'apparition de la position de la forme et la touche de réponse, ici par exemple si le participant qui est ici devrait répondre à droite, lorsque c'est un carré qui apparaît, il va être plus rapide à répondre lorsque le carré apparaît du côté de sa main que quand il apparaît du côté opposé. L'interprétation ici, c'est qu'il y a un conflit qui se crée entre deux codes qui sont des codes spatiaux, et ce conflit produit un ralentissement des temps de réaction. Ce qui va dans le sens de cette explication, c'est que si jamais on transforme ces tâches Simon en tâches de détection, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes de répondre uniquement à une des deux formes, donc on transforme une tâche de catégorisation en une tâche de détection, ici ça devient une tâche de bonobo, ce conflit disparaît et donc l'effet de compatibilité lui aussi disparaît. Et ce qui a été montré dans la littérature, c'est que si jamais on décide cette fois-ci de faire agir deux personnes ensemble, c'est-à-dire qu'on leur dit tous les deux de faire une tâche de bonobo ensemble, donc le même personne qui faisait cette tâche de bonobo sur le carré, lorsqu'il fait ça à côté d'un quelqu'un qui va répondre pour le cercle, et le conflit il réapparaît. Généralement, c'est ce conflit il est interprété comme un recouvrement en fait entre soi et autrui, et donc que spontanément, quand on est dans une situation où on est en interaction avec autrui, on va co-représenter les actions de cette personne-là, comme si c'était nos propres actions, et ça va produire un conflit entre ses actions et les actions de l'autre personne. Dans les littératures, ce qui a été retenu ici, c'est que ce conflit est plutôt porté par les propriétés spatiales, puisque le personne ici est à gauche et le carré est à gauche. Ça crée un petit conflit entre est-ce que c'est à moi de répondre ou est-ce que c'est à lui de répondre. Mais dans cette perspective-là, en fait, les paramètres de l'action d'autrui ne sont pas du tout codés. En fait, que la personne réponde vite, doucement, de manière stable ou pas stable, c'est pas du tout codé. Et donc nous, ce qu'on a voulu montrer avec Kevin, c'est que en fait, c'est lié tout simplement au dispositif, et que si on modifie le dispositif, on va se rendre compte que les gens sont tout à fait en capacité de coder en fait les actions d'autrui et donc les paramètres de ces actions. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il manque une petite partie ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la situation classique dans laquelle en fait, on va dire que le chevauchement ou le conflit entre soi et autrui est plutôt faible. Et on a créé un autre dispositif pour lequel le chevauchement devient extrêmement fort, puisque ici le participant il ne peut plus avoir accès directement à la partie de l'écran en fait, qui elle est directement accessible par le copartenaire. Nos hypothèses étaient très simples, c'est que dans cette situation-là, par rapport à cette situation-là, le conflit va être plus fort dans l'expérience 2 que dans l'expérience 1. Ça devrait se traduire par un effet de compatibilité qui est modéré par la situation. C'est ce qu'on a trouvé. Mais surtout, ce qu'on supposait, c'est que la magnitude de ce conflit-là, donc l'effet de compatibilité qu'on allait trouver, il allait être dans un cas directement indexé sur les paramètres de l'action d'autrui, donc dans l'expérience 2, et ce qui serait moins le cas dans l'expérience 1. Ce qu'on trouve, c'est effectivement que cette magnitude du conflit, donc cette magnitude du John-Simon effect, excusez-moi, je n'ai pas donné de nom, il était affiché, mais effectivement est modérée par le dispositif expérimental qu'on a mis en place, avec un JSE qui est plus fort dans l'expérience 2 que dans l'expérience 1. Et surtout, quand on regarde en fait les caractéristiques de l'action d'autrui, on se constate que dans l'expérience 1, malgré ce à quoi on pourrait s'attendre, la vitesse avec laquelle répond mon partenaire, ça impacte la magnitude de cet effet JSE. Mais surtout, nous, ce qui nous intéressait, c'est que dans l'expérience 2, la stabilité, c'est-à-dire le niveau de régularité en fait, de mon partenaire, c'est ce qui prédit le mieux en fait, la magnitude de cet effet de compatibilité. Là où on voudrait aujourd'hui aller plus loin, c'est ce qu'on a constaté, c'est que entre les deux expériences, en fait, la variation en fait, de mon coacteur, c'est-à-dire sa variabilité, n'est pas du tout la même. Et ce qu'on constate, c'est que dans l'expérience 1, les gens sont plus variables que dans l'expérience 2. Et ce qu'on suggère aujourd'hui, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'on voudrait tester, c'est qu'entre ces deux expériences, en fait, il y a une intentionnalité qui s'est mise en place vis-à-vis du coacteur, et en gros que le coacteur, sachant qu'il est en situation de coopération, il va se rendre beaucoup plus prédictible pour justement favoriser
la mise en place de cette coaction dans notre situation. Voilà. Je vous ai des questions. Je vais aller un petit peu de manière express. Non, Merci. ça va. Je m'auto-applaudis.